Stanley. Je suis le co-créateur d'un univers de super-héros sans cesse grandissant, qui comprend Spider-Man, les 4 Fantastiques et l'incroyable Hulk. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction. Ils existent vraiment. Voici Daniel Browning Smith. Il est né avec un pouvoir incroyable. C'est l'homme le plus flexible du monde. Je lui ai demandé de parcourir la planète à la recherche d'autres personnes aux pouvoirs extraordinaires. C'est irréel. On n'a jamais vu ça auparavant. Par définition, ça fait de lui un super-humain. Pour moi, c'est impossible. Je dirais même que c'est un miracle. Les super-humains existent. Préparez-vous à les rencontrer. Comme tu le sais, Daniel, j'ai écrit de très nombreuses histoires de super-héros. Et j'ai toujours pensé qu'il ne s'agissait que de fiction. Mais nous savons, à présent, qu'il existe vraiment des super-humains. Et je crois même qu'il y en a encore plus que nous le croyons. J'ai hâte de les trouver. Je m'appelle Daniel Browning Smith. Dans ma quête de véritable surhomme, j'enquête aujourd'hui sur un homme qui affirme avoir élevé l'art d'avaler des sabres à un niveau surhumain. Je découvre l'homme à la peau la plus élastique du monde. Et je rencontre celui qui assure avoir fabriqué ce dont a toujours rêvé l'humanité, une aile pour homme volant. Mais pour commencer, je me rends dans le Midwest, à la rencontre d'un homme qu'on dit capable de résister au venin de l'un des plus redoutables serpents du monde. Tous les ans, plus de 100 000 personnes meurent des suites d'une morsure de serpent venimeux. Je me rends chez Tim Fried, qui affirme que son corps a développé la capacité de résister au venin mortel de l'un des serpents les plus meurtriers de la planète, le mamba noir. Tim Fried est-il réellement immunisé contre les morsures de serpents? Cet entrepôt, situé près de Fond du Lac, dans le Wisconsin, abrite le centre d'élevage de serpents où travaille Tim Fried. Tous les jours, Tim y côtoie des centaines de serpents venimeux. Il fait plus de 37 degrés à l'intérieur de cette fosse aux serpents. Tim? Bonjour. Bonjour. Daniel. Enchanté, ça va? Et oui, et vous? Tim est passionné de serpents depuis l'âge de 5 ans, quand il a été attaqué et mordu par l'un d'eux. Sa vie a alors basculé. Au lieu de développer une phobie, il s'est découvert une fascination pour les serpents. Depuis, il a été mordu des dizaines de fois dans le cadre de son travail. Mais il est difficile de le croire lorsqu'il affirme pouvoir survivre au venin mortel du mamba noir. Je ne cesserai jamais de travailler avec les serpents, c'est impossible. C'est toute ma vie. C'est ma passion. On ne peut côtoyer en permanence le risque de mort, la toxicité, le danger et le venin que si on est passionné. On ne peut pas faire les choses à moitié, sinon on meurt. C'est une belle bête. Quels sont les dangers quand on travaille avec les pitons? On peut se faire mordre. J'ai été mordu au pouce, ici, et là aussi. Les pitons ne sont pas venimeux. Ils tuent par constriction, en étouffant leur proie. Mais le serpent qui m'intéresse est le mamba noir, dont Tim s'occupe dans son laboratoire. Les mambas noirs vivent en Afrique. Tim tient à prouver qu'il est réellement immunisé contre le mamba noir en s'injectant son venin dans les veines. Vous allez vous injecter le venin. Je vais m'injecter du venin pur et non dilué, en quantité suffisante pour me tuer. Le mamba noir est un redoutable prédateur et le serpent le plus rapide du monde, une alliance mortelle. En Afrique, des milliers de personnes succombent tous les ans à la suite de sa morsure. Il tue en injectant son venin à l'aide de crochets.
Ce venin contient des neurotoxines qui attaquent le système nerveux et provoquent la paralysie. La mort survient essentiellement par arrêt cardiaque. Pour les humains, 20 petites minutes peuvent suffire. Le mamba noir est si dangereux que j'ai demandé à Dino Ferry, un grand spécialiste des serpents du zoo de Jacksonville, de venir superviser l'expérience de Tim. Je déconseille formellement ce que Tim va entreprendre. On ne doit surtout pas le tenter chez soi. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans ce métier. C'est une démarche qui engendre de nombreux périls, des dangers et des risques importants. Je ne ferai pas ça. Dino a aussi apporté plusieurs flacons de sérum anti-venin, la seule chose qui puisse sauver une personne mordue par accident. C'est très dangereux, je dissuade quiconque de tenter cette expérience. Pour recueillir le venin, Tim va l'extraire des crochets du serpent. Comment extrait-on le venin? Le procédé consiste à recueillir le venin contenu dans les glandes à venin, et pour cela, le serpent doit mordre quelque chose. Je recouvre donc un verre avec un gant de vinyle pour imiter une peau. Le serpent le mord et j'en profite pour récolter le venin dont j'ai besoin. Tim doit manipuler le mamba noir avec d'infinies précautions. S'il ne saisit pas correctement la tête du serpent, celui-ci peut s'échapper. Je l'ai. C'est une de mes prises les plus rapides. Les crochets du mamba noir transpercent le vinyle et le venin est injecté dans le verre. Je place tout son corps dans la boîte et je vais devoir retirer ma main super vite. Prêt? Ouais, c'est bon. Il s'est jeté vers le fond. Je l'avais jamais vu faire ça avant. Tim a extrait quelques centimètres cubes de venin. Ça peut paraître peu, mais il y a là de quoi tuer des dizaines de personnes. À présent, Tim pèse précisément 40 mg de venin, une quantité suffisante pour tuer un homme adulte. 40 mg de venin suffisent à tuer, et vous allez vous les injecter directement dans une veine. Oui, dans mon poignet, ici. Le moment est venu pour Tim de s'injecter une dose mortelle de venin de mamba noir. J'ai fait venir une ambulance par précaution. Si les choses tournent mal, elle le conduira immédiatement à l'hôpital. Bien, la sécurité avant tout. Les deux secouristes surveilleront les fonctions vitales de Tim avant et après l'injection, afin de nous révéler comment son corps réagit au venin mortel. Dino, pensez-vous que Tim va réussir? Je suis surtout rassuré par la présence des secouristes. C'est le moment de vérité. Il s'injecte 40 mg de venin pur de mamba noir dans les veines. Dino, quand on injecte du venin à une personne normale, qu'est-ce que cela provoque dans l'organisme? D'ordinaire, on ressent évidemment tout d'abord la douleur de la morsure pendant 30 ou 40 secondes. Elle commence à enfler. Puis, entre 30 secondes et 5 minutes, on éprouve de l'engourdissement, de la nausée et on vomit. Il y a quelques secondes, Tim s'est injecté un venin mortel et devrait déjà manifester des symptômes évidents d'affection. Pour l'instant, il n'affiche aucune indisposition. Pour autant, on ne peut toujours pas l'estimer hors de danger. Peut-on conclure que Tim est surhumain puisqu'il peut supporter une telle dose de venin sans effet notable? Accordons-nous encore un peu de temps pour en juger. Je voudrais voir ce qu'il en est dans une demi-heure avant de me prononcer. Tim défie-t-il la nature en résistant à cette dose de venin provenant d'un des serpents les plus mortels de la planète? On est sur le point de le découvrir. Je suis Daniel Browning Smith, et le légendaire auteur de comics Stan Lee m'a confié la mission de retrouver de véritables super-humains dans le monde entier. Je viens de voir Tim Fried s'injecter une dose mortelle de venin de mamba noir. On est sur le point de découvrir s'il bénéficie ou non d'une immunisation surhumaine à l'un des serpents les plus meurtriers du monde. La demi-heure qui suit la morsure d'un mamba noir est capitale.
Seul un sérum anti-venin peut sauver une personne ordinaire d'une mort certaine. Pour produire le sérum anti-venin, on recueille le venin des serpents. On l'extrait et on l'injecte ensuite à un animal hôte, souvent des chevaux. Puis, on laisse le cheval produire des anticorps qui l'immunisent contre le venin. Dino a une théorie sur la manière dont Tim peut produire son propre sérum anti-venin. J'imagine qu'il a dû commencer à s'injecter de très faibles doses, il y a un certain temps, pour permettre à son corps de développer une immunité. Puis, le temps passant, il a augmenté les doses de venin qu'il s'injecte. Le cheval qu'on utilise pour produire le sérum est immunisé contre le venin, c'est ça? C'est ça. Il a donc la même faculté que le cheval à produire le sérum anti-venin? On peut le dire, oui. Tim n'aurait donc besoin d'aucune injection de sérum? Oui. Si l'expérience qu'il tente s'avère concluante. À ce stade, il devrait déjà souffrir de symptômes graves comme le dédoublement de la vision, les paupières lourdes, la vue brouillée, et encore une fois, tous ceux que j'ai cités plus tôt, la nausée, les vomissements. La tension est à son comble, tandis que nous attendons de voir si Tim est réellement immunisé contre le venin. La seule façon de le prouver est de me faire mordre, de m'injecter le venin, d'en passer par là. À part la rougeur, la sensibilité et le gonflement prévisible autour de la piqûre, il ne montre aucun autre signe symptomatique des morsures de serpent. Sachant qu'il s'est injecté presque 50 mg de venin de mamba noir directement dans le corps, je suis impressionné, très impressionné. Il s'est transformé en un réservoir sur pied de sérum anti-venin de mamba noir. C'est impressionnant, vraiment prodigieux. Une demi-heure après la morsure, je veux connaître les conséquences physiques sur l'organisme de Tim. Quelle est sa pression artérielle? Elle est stable. 180-90 et la saturation en oxygène aussi, à 97. Donc, aucun changement? Non. Et comment est son pouls? Le pouls est régulier, 98 pulsations par minute suivant un rythme sinusal normal. Il n'y a aucune anomalie. Il a l'air en pleine forme. Je sais, c'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'il réagirait aussi bien. Je suis à présent persuadé qu'il défie toutes les connaissances médicales sur la question. Et Tim Fried possède donc bien une immunité extraordinaire aux morsures de serpents. À long terme, je ne pense pas à moi, mais mon objectif est de sauver des vies dans le monde entier. Si on peut développer un vaccin ADN à partir des gènes présents dans le venin et l'injecter à un humain, alors on pourrait peut-être sauver certaines des 125 000 victimes annuelles qui meurent d'une morsure de serpent. Ce serait extraordinaire. Lorsque Tim m'a dit qu'il allait s'injecter une dose mortelle de venin, j'étais réellement très inquiet. Je pensais qu'il allait se tuer. Mais après l'avoir vu de mes propres yeux, il m'a totalement convaincu qu'il pouvait changer la composition de son sang afin de pouvoir résister à une dose mortelle, ce qui me semble réellement surhumain. Ce qui distingue souvent les super-héros des comics du commun des mortels, c'est une aptitude à utiliser leur corps de manière très inhabituelle. En Grande-Bretagne, un homme semble lui aussi doué de cette faculté. On a tous une singularité qui nous rend uniques. Moi, par exemple, je suis l'homme le plus flexible du monde. Mais je suis venu à Londres pour rencontrer un homme à la capacité physique qui pourrait m'en remontrer. Gary Turner a peut-être en effet la peau la plus élastique du monde. J'ai grandi en sachant que mon corps était génétiquement différent de celui des autres. Ça ne m'a pas toujours rendu la vie facile. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir rencontrer quelqu'un qui sait ce que signifie être différent de tous les autres habitants de la planète. Je suis sur le point de rencontrer Gary au centre de Londres, près de Piccadilly. Ici, à l'époque victorienne, les gens dotés de singularités physiques étaient exhibés comme des monstres dans des foires.
Vous devez être Gary? Bonjour Daniel, enchanté. Moi de même. Asseyez-vous. Je suis venu parce qu'on m'a dit que vous aviez la peau la plus élastique du monde. Vous voulez le constater par vous-même? Que dois-je faire? Juste prendre ma peau et la tirer un peu. C'est stupéfiant. Quand avez-vous découvert cette capacité? Quand j'étais gamin, vers 4 ou 5 ans, je crois, j'avais un oncle qui m'exhibait à ses amis. Il trouvait ça très amusant. J'ai donc su très jeune que j'étais différent. Je me retrouve dans les souvenirs de Gary. Quand j'étais enfant, tous mes copains pensaient que j'étais un monstre, parce que je pouvais faire toutes ces choses bizarres avec mon corps. Mais plutôt que de me lamenter, je m'en suis servi. J'en ai fait la base de mon identité. Et je présente dorénavant cette étrangeté au monde entier. Quel est votre sentiment sur la question? J'apprécie réellement ce qui m'a été donné et j'en tire le meilleur parti. Aujourd'hui, la particularité de Gary attire les regards où qu'il se trouve. En quelques minutes à peine, une foule se forme. C'est ce qui arrive chaque fois que vous étirez votre peau? C'est fou, il n'a fallu que quelques secondes pour que 40 personnes se rassemblent autour de vous. Oui, ça ne rate jamais. Il y a toujours des réactions. Dès que quelqu'un remarque la chose du coin de l'œil, je me retrouve entouré de 30 personnes. Je souhaite pratiquer quelques tests sur Gary afin de découvrir en quoi il diffère tant de tout un chacun. J'éloigne Gary de la foule et l'emmène à l'hôpital de Londres pour lui présenter le Dr Child, une sommité mondiale spécialiste de ce type d'affection. Il vous suffit de vous asseoir en face de moi. Le premier test est très simple. Le Dr Child veut mesurer l'étirement de la peau au niveau de son ventre et le comparer avec le mien. Ça fait environ 15 cm et en comparaison, on obtient 7 cm et demi. La peau de Gary est 2 fois plus élastique que la mienne. Mais pour déceler une éventuelle différence génétique, je demande au Dr Child d'effectuer un test médical plus précis. On va effectuer un test de souplesse au niveau de vos articulations, d'accord? D'accord. On commence par les mains. Le Dr Child cherche tous les indices indiquant d'où provient la particularité de Gary, comme l'incurvation de son coude lorsqu'il a le bras tendu. Tout résultat proche de 9 confirmerait au Dr Child que Gary est certainement porteur d'une mutation génétique nommée syndrome d'Ehlers-Danlos, ou SED. Vous obtenez la note maximale, 9 sur 9. 9 sur 9? Pour l'hypermobilité articulaire, c'est la note la plus élevée. Cette note maximale au test signifie qu'il est très probable que Gary soit affecté du SED. C'est une anomalie des tissus conjonctifs présents dans le corps. Et la protéine la plus importante de ce tissu conjonctif est le collagène, qui offre leur élasticité aux organes. Il semble que le bagage génétique de Gary soit à l'origine de sa différence. C'est la raison pour laquelle sa peau est bien plus élastique que la normale. On estime que chacun d'entre nous est porteur de 3 mutations en moyenne. Nous l'ignorons, c'est tout. Par exemple, on est censé avoir les yeux marrons, mais ils sont bleus et personne n'y prête attention. La singularité de Gary est due à la mutation d'un gène important qui affecte tous les tissus conjonctifs de son corps. Il est donc difficile de ne pas remarquer une particularité liée à un gène aussi important. Ce type de mutation génétique est très rare. Et dans le cas de Gary, elle le dote de la peau la plus élastique du monde. Dans toute ma carrière, je n'ai vu qu'une seule famille affectée par ce type de syndrome d'Ehlers-Danlos. Et leur peau n'était pas aussi élastique que celle de Gary. Il semble donc que Gary et moi avons tous deux subi une mutation génétique. Nous sommes comme des êtres humains en pleine évolution. Oui, je le crois aussi. Cela signifie que je ne suis pas seul. Je suis moi aussi différent de tous mes congénères à cause d'une mutation génétique. Et ce sont ces différences qui font de nous des super-humains vivant parmi vous. À ce stade de ma quête, j'ai déjà rencontré 2 êtres surhumains très étonnants. Je n'aurais jamais cru qu'il réagirait aussi bien. Mais je dois encore en rencontrer 2 autres, dont un homme qui a peut-être réalisé le rêve de tout homme,
voler de ses propres ailes. Je m'appelle Stanley. Je crois à la réalité des facultés surhumaines. Ce ne sont pas juste des histoires. J'ai demandé à Daniel Browning Smith de sillonner la planète à la recherche d'humains dotés de prodigieux pouvoirs. La quête de Daniel l'a mené en Alabama, sur les traces d'un homme qui exerce un contrôle absolu de son corps. Je me rends chez Dan Meyer, dans son ranch aux abords de Birmingham, afin qu'il me montre comment il transcende l'art d'avaler des sabres. On avale des sabres depuis 3 millénaires en Inde. Et ce phénomène a été introduit en Amérique et en Europe à l'ère victorienne. Dan affirme pouvoir contrôler ses organes internes et les réflexes innés de son corps, ce qui lui permet d'avaler une lame de 50 cm de longueur. J'ai déjà assisté à un numéro d'avaleur de sabre, mais on m'a assuré qu'il n'y aurait là aucun trucage et que cet exercice peut entraîner la mort. Vous devez être Dan Meyer? Bonjour, oui, je suis Dan. Bonjour, Daniel Browning Smith, enchanté. De même. Dan souhaite d'abord me présenter sa collection d'épées. Elle est plutôt imposante. Elle est lourde. Elle mesure 76 cm. La lame fait 60 cm pour une largeur de 2,5. Je pensais qu'elles étaient télescopiques. Non, tout le monde croit qu'elles sont truquées, que la lame disparaît dans le manche, mais elles sont en acier solide. Il n'y a pas de trucage. On me demande souvent pourquoi j'ai voulu devenir avaleur de sabre, et je le fais pour différentes raisons. Lorsque j'étais enfant, les autres gamins me harcelaient. Alors j'ai décidé que je voulais faire une chose dont aucun autre enfant n'était capable. Je voulais devenir un modèle et démontrer ce qu'on pouvait faire avec le corps humain. Cet art est toute ma vie, c'est une passion, une vocation, c'est tout pour moi. Tout ce que je fais 24 heures sur 24 est lié à cette faculté d'avaler des sabres. Celle-ci descend jusqu'à environ la hauteur de mon nombril, jusqu'à la ceinture. Ces épées sont bel et bien réelles. Comment Dan peut-il les avaler? Il faut tout d'abord réprimer le réflexe péristaltique, le réflexe pharyngé du fond de la gorge, puis il faut apprendre à aligner les organes, empêcher le réflexe musculaire de l'ésophage, pousser le cœur, détendre le sphincter au fond de l'ésophage et glisser la lame jusqu'à l'estomac. Dan doit faire preuve d'un contrôle exceptionnel de son corps. Le réflexe péristaltique fait agir à lui seul 22 muscles. Plus que tout, cela exige une concentration intense et une extrême précision. Il faut me montrer ça, Dan. Dan veut me prouver que ce qu'il fait n'a rien d'un tour de magie et qu'il a acquis une maîtrise absolue de son corps pour réaliser un exploit à la limite des capacités humaines. Il a prévu de chauffer à blanc dans un fourneau la poignée de l'épée dont il va glisser la lame dans sa gorge. La poignée sera à quelle température? Environ 815 degrés. Elle rougeoie. 815 degrés. C'est la température de la lave en fusion. Cette poignée à 815 degrés sera très proche de mon visage. Si une scorie s'en détache et tombe dans mon œil ou ma bouche, cela risque de me faire tressauter. Je peux me contracter et c'est extrêmement dangereux. Le moindre tressaillement peut être dangereux, car il peut engendrer une contraction involontaire de l'estomac. La lame peut alors transpercer l'organe et éventuellement tuer Dan. Mais ce n'est pas le seul danger que peut provoquer le fait d'avaler un sabre dont la poignée est à la température de la lave en fusion. Une fois la lame à l'intérieur du corps, la poignée lui transmettra sa chaleur. Son contact pourrait donc brûler mes organes internes si je ne fais pas attention. 815 degrés, bon sang! Oui, la température monte. La poignée de l'épée a maintenant atteint les 815 degrés prévus, et Dan peut tenter sa prouesse. Bon sang! Je vais jouer avec le feu. Je peux pas croire que vous allez le faire. Chez une personne ordinaire, tous les réflexes musculaires entreraient en action.
Les muscles se contracteraient et le corps entrerait en convulsion pour tenter d'éjecter l'intrus. Elle irradie de chaleur, la lame s'enfonce dans la gorge. Les conséquences seraient fatales car la lame transpercerait des organes vitaux. Mais Dan possède une maîtrise absolue qui lui permet d'avaler cette lame de 50 cm sans la moindre blessure. C'est incroyable! Donnez-moi à boire. Comment vous vous sentez? Pour mieux comprendre cette aptitude extraordinaire, j'emmène Dan à l'hôpital Vanderbilt de Nashville. Il y avalera une épée tandis qu'on pratiquera une radioscopie en temps réel. Je vais donc regarder comment cela se passe à l'intérieur de son corps. Cet examen sera mené par les docteurs Mashburn et Donnelly. On va pouvoir observer la lame descendre à l'intérieur de son corps. On va la voir se déplacer à l'intérieur des différents organes jusqu'à ce qu'elle atteigne l'estomac. Les rayons X de la radioscopie nous obligent à revêtir des blouses doublées de plomb pour nous protéger de leur nocivité. Lors de sa descente vers l'estomac, la lame frôle de nombreux organes vitaux à quelques millimètres seulement. La moindre erreur peut gravement blesser Dan. L'œsophage est contigu au cœur. Seuls quelques millimètres les séparent et durant sa descente, la lame déplace très légèrement le cœur vers l'avant pour pouvoir franchir le diaphragme et pénétrer dans l'estomac. La lame passe juste à côté du cœur. Elle le touche même. C'est pourquoi je peux entendre son pouls résonner sur l'épée. C'est incroyable. Docteur Donnelly, vous aviez déjà vu cela? Non, jamais rien de tel. Dan réussit cet exploit en maîtrisant tous les réflexes fonctionnels de son corps, ce qui lui a demandé un long apprentissage. Il lui a fallu des années de travail pour pouvoir avaler sa toute première épée. Pour hisser la barre à un niveau surhumain, Dan va tenter d'avaler 7 lames d'un coup. Je n'arrive même pas à les tenir. Alors qu'il a failli mourir un jour en tentant d'en avaler seulement 5. En 2005, je donnais une représentation ici en Alabama, et quand les lames ont atteint mon estomac, celui-ci s'est contracté vers le haut et les lames l'ont transpercé. J'ai tout de suite su que j'avais un problème. Mes poumons se sont remplis de fluide, ce fluide s'est répandu autour du cœur, je ne parvenais plus à respirer, et j'ai failli mourir. Pourquoi tenter d'en avaler 7? Dan a failli mourir parce que cette fois-là, il n'était pas parvenu à contrôler ses réflexes musculaires. Il est à présent sur le point d'avaler 7 lames. Il va les glisser jusqu'à son estomac. Chaque muscle sur leur passage est programmé pour se contracter automatiquement quand un corps étranger y pénètre. Plus l'objet est gros, plus le muscle risque de se contracter. Et dans ce cas, la catastrophe est inévitable. À quel point est-ce dangereux, Dr Mashburn? C'est très dangereux, car il y a un fort risque que la pointe des lames ne touche et transperce la paroi stomacale. Ce genre de blessure peut s'avérer mortelle. Allons-y. Sept épées simultanément, quand 5 ont failli vous tuer. C'est vraiment surhumain. Docteur Mashburn, quelle réaction cela vous inspire de voir Dan Meyer avaler 7 lames d'un coup? Je le trouve très courageux. Il me rend aussi nerveux, mais c'est un homme extraordinaire. Il a une force mentale, un psychisme et la capacité physique à contrôler ses réflexes musculaires et son œsophage. Il est exceptionnel que toutes ces qualités soient réunies chez une seule personne comme c'est le cas pour Dan Meyer. J'étais tout d'abord sceptique lors de ma rencontre avec Dan Meyer. Je pensais qu'il devait y avoir un trucage, mais je suis à présent convaincu qu'il possède une capacité unique à contrôler les réflexes musculaires automatiques de ses organes, ce qui lui permet d'avaler ce nombre phénoménal de lames. Des personnes comme Dan Meyer hissent les facultés du corps humain à un tout autre niveau. Il semble bien qu'on puisse ajouter un autre super-humain à la liste de Stan.
L'un des pouvoirs surhumains les plus convoités est l'aptitude au vol. Daniel se rend donc en Europe à la rencontre d'un homme qui a précisément concrétisé ce rêve. Certains doivent leur capacité surhumaine à la génétique, comme moi. Tandis que d'autres ne peuvent s'en doter qu'en construisant des machines dans ce but. Tel un savant fou tout droit sorti d'une histoire de Stan, Yves Rossi affirme être le premier homme sur Terre à avoir fabriqué un véritable costume volant. Mais qu'est-ce qui le distingue d'un pilote de deltaplane ou d'un parachutiste? C'est ce que je suis venu découvrir. Depuis le moment où l'homme a levé les yeux vers le ciel, les humains ont toujours rêvé de pouvoir voler. Depuis des siècles, les plus grands esprits de la planète s'évertuent à mettre au point la première véritable machine volante, depuis les montgolfières jusqu'aux planeurs et autres aéronefs. Ce sont finalement les frères Wright, qui en 1903 sont les premiers à réaliser le premier vol humain motorisé. La technologie a depuis tant progressé qu'on a créé des chasseurs dorénavant plus rapides qu'une balle. Mais cette technologie nous contraint encore à nous installer à l'intérieur d'un appareil et ne nous permet pas de fendre les airs comme les super-héros des comics. Mais Yves Rossi prétend avoir franchi ce dernier stade de l'histoire de l'aviation. Ce qui donnerait corps dans la réalité à la fiction des comics. J'atterris sur un petit aérodrome en Suisse, d'où il s'apprête à prendre son envol. Bonjour Yves, je suis Daniel. Enchanté. Heureux de vous rencontrer. Ce sont donc vos ailes. Ouais. Yves Rossi a longtemps piloté des avions plus conventionnels. Il s'est engagé dans l'armée suisse à l'âge de 18 ans, où il est rapidement devenu pilote de chasse. L'avion de chasse est une merveilleuse machine. C'est fantastique, mais on est toujours à l'intérieur d'une boîte. Je voulais revenir aux fondamentaux. Sortir de la boîte, sentir l'air, la température, la pression. Faire corps avec l'élément aérien. Comme dans un rêve, comme un oiseau. Depuis que ce rêve le hante, Yves travaille sans relâche pour faire décoller son projet et construit le premier prototype dans son garage. La réalisation de ce rêve repose sur ses ailes dotées de 4 petits réacteurs. Ce sont les réacteurs qui vous propulsent dans les airs? Oui, 22 kilos de poussée chacun. Donc les 4 réunis, ça représente une sacrée impulsion dans les airs. Il prépare ses ailes pour le prochain vol et fait le plein de kérosène. C'est incroyable de voir tout ce réseau de tubes, de câbles et de fils qui s'entrecroisent. C'est une mécanique très impressionnante. C'est comme un avion miniature qu'on accroche sur son dos. Vous prenez-vous parfois pour un super-héros? J'en ai pas l'air? Une fois les réservoirs pleins, Yves doit tester les réacteurs. Si un problème survient en plein vol, il peut rapidement en perdre le contrôle. Pour l'instant, tout semble fonctionner correctement. Ce qui m'intrigue le plus sur ces ailes, c'est qu'elles ne possèdent aucune surface mobile. Un avion est doté d'ailerons et de gouvernails qui permettent d'en contrôler la direction, mais ces ailes en sont entièrement dépourvues. Yves m'annonce qu'il utilise son corps pour se diriger dans les airs. C'est une façon de voler totalement nouvelle. Pour comprendre comment il contrôle son vol, j'emmène Yves dans un centre situé aux abords de l'aéroport de Zurich. Je vais l'observer en train d'évoluer dans une soufflerie verticale dans un vent atteignant près de 240 km/h. Sous le filet se cache un gigantesque ventilateur qui crée une colonne d'air capable de maintenir un être humain en l'air comme s'il était en chute libre lors d'un parachutage.
Je souhaite qu'Yves évolue dans cette colonne d'air pour observer comment il utilise son corps dans un courant aérien. Les évolutions d'Yves dans la colonne d'air m'enseignent comment le plus petit mouvement affecte sa position dans les airs. Yves désire que je fasse un essai afin de constater les difficultés de la manœuvre. Mais auparavant, je lui demande des conseils. C'est très sensible. On ne fait que de minuscules mouvements. Si on veut monter, on creuse son ventre comme ceci pour créer plus de traînée et on monte. Pour descendre, on se cambre un peu. Pour virer, on fait ça et on tourne. Rien que des petits mouvements de quelques centimètres à peine. Contrôler ses mouvements dans cette colonne d'air est incroyablement difficile. Je n'excelle pas à cet exercice, mais je découvre qu'on utilise tout son corps pour maintenir sa position. Je suis donc à présent convaincu qu'Yves sait bel et bien comment utiliser son corps pour évoluer dans les airs. Mais ça ne fait pas de lui un super-humain. Je veux constater de mes yeux s'il est réellement capable de voler à l'aide de ses ailes et s'il peut se diriger avec son seul corps, ce qui ferait de lui le véritable premier homme volant du monde. En quête sur toute la planète de véritables super-humains, je suis sur le point de confirmer si, oui ou non, j'ai découvert le plus étonnant d'entre eux. Yves Rossi affirme être le premier homme volant au monde à n'utiliser que son corps pour se diriger dans les airs. Nous nous sommes rendus sur un aérodrome proche de Genève pour le découvrir. Y a-t-il des mesures particulières auxquelles vous devez vous plier pour pouvoir voler, comme ne pas prendre de poids? Ça, c'est mon fuselage. Si on modifie la moindre partie de ce fuselage, l'avion ne vole plus. Il me faut donc garder ce fuselage dans le même état. Lors de cet essai, je veux qu'Yves prouve qu'il vole réellement et qu'il ne se contente pas seulement de planer vers le sol. En aviation, l'un des exercices les plus difficiles est le vol en formation. Je le défie donc de voler en formation avec mon petit avion. Et à peu près ici. D'accord, où volerez-vous? Je vous montre. Super. Je viendrai d'ici, comme ceci, et je me stabiliserai sur le bon angle. Puis je me rapprocherai, comme ça. À peu près à cette distance. Si on observe un pilote de chasse tentant de conserver une position rapprochée avec un autre avion de chasse, il ajuste sa position en permanence, sans cesse. Il jauge votre position en permanence. Dans un avion, on fait ces mouvements. Moi, je pilote comme ça. C'est bientôt le moment de vérité pour Yves. Le vol en formation est très compliqué et dangereux, mais en plus d'Yves et de mon avion, un avion filmant l'action se joindra à nous. Yves et les deux appareils volant de manière très serrée, tout le monde doit travailler dans la plus grande précision. Yves n'a qu'une manette des gaz et son corps pour gérer son vol en formation avec les deux autres appareils. C'est votre seul instrument. Ma manette des gaz. C'est tout ce que j'ai pour gérer la puissance de mes réacteurs. C'est incroyable. Regardez tous les instruments dont dispose le pilote de l'avion et vous n'avez que cette minuscule manette. Regardez ce fuselage. Regardez celui-ci. Il est mieux habillé. On embarque l'extraordinaire aile d'Yves dans l'appareil de largage. En général, vous volez à quelle vitesse? Eh bien, ça dépendra. Quand je serai en plongée, j'atteindrai les 250-300 km/h, mais en formation, ce sera plutôt vers les 200 km/h. Yves a embarqué son aile. Il est prêt pour le décompte final. Il va harnacher son aile sur son dos et il sautera de cet avion en vol. Je décolle le premier et je me dirige vers le point de rendez-vous situé à environ 4000 pieds au-dessus de la piste.
Puis Yves décolle à son tour. Je vole à l'altitude convenue afin de pouvoir voler en formation avec l'avion dans lequel se trouve Yves. Il va sauter sous peu et je vais pouvoir le regarder voler juste derrière moi. Yves allume ses réacteurs. Il est maintenant sur le point de tenter ce qui semble impossible. Je viens de le voir sauter de l'avion. Il vole. Il est descendu assez bas. Je vois que ses réacteurs sont en marche. J'aperçois leur traînée de fumée. Je l'ai perdu de vue. Il a chuté de plusieurs centaines de mètres. Le seul moyen pour lui de voler en formation avec nous consiste à remonter à notre altitude, ce qui prouvera qu'il ne plane pas. De plus, la quantité de carburant dont il dispose ne lui permet de voler qu'environ 6 minutes. Il y parvient. C'est un spectacle incroyable. Je n'ai plus aucun doute sur le fait qu'Yves vole. Il ne plane pas. Il est le premier homme au monde à le faire. Il est remonté se mettre en formation. Et on peut voir comment il utilise en permanence son corps et ses mains pour ajuster avec précision sa trajectoire de vol. Je n'arrive pas à croire qu'il vole. Il est tout près de moi, juste un peu au-dessus. Il vole véritablement comme un oiseau. C'est incroyable. Après un vol d'environ 20 km, Yves est à court de carburant. Pour redescendre sur le plancher des vaches, il ouvre son parachute. Si les frères Wright ont volé les premiers, Yves Rossi ouvre une toute nouvelle ère de l'aviation, où la technologie moderne fusionne avec le corps humain. Yves Rossi nous démontre que quiconque est doté de suffisamment de détermination et de courage peut devenir un super-humain. Les capacités surhumaines ne se cantonnent pas aux seules pages des comics. On les trouve aussi tout autour de nous. Et qui sait où nous découvrirons la prochaine personne qui en est dotée.